Bonjour et bienvenue à l'avant-dernière séance de notre séminaire. La suite de nos discussions des textes concernant l'émergence d'un troisième empire au Moyen Âge, l'émergence du califat. Euh, après les deux premières séances sur les réalités dans la péninsule arabe à l'époque de Mohamed et hier concernant le passage entre le mouvement politique religieux créé par Mohamed et le développement d'un État sous les premiers califes rachidins. Nous passons aujourd'hui à l'époque des Omeyyades et au califat des Omeyyades. J'avais appelé la séance les Omeyyades, établissement d'une dynastie, parce que c'est justement ça ce qu'on avait peut-être retenu de ce qui avait déjà été dit pendant les séances de cours de ce module. C'est seulement avec les Omeyyades que l'état proto-impérial du califat commence à se conformer au modèle classique de l'époque, donc au modèle de l'Empire romain, mais aussi au modèle qui nous donne l'Empire des Carolingiens, c'est-à-dire au modèle d'une succession dynastique, donc a priori prévisible à la tête de l'État. Pour examiner un peu cette institutionnalisation de la succession chez les Omeyyades, nous avons deux textes. Nous avons d'une part une perspective de l'extérieur avec Théophane, qui nous fait dans sa chronographie un récit considérablement détaillé de la carrière de Muawiyah, le premier calife le premier calife de la dynastie des Omeyyades, un récit qui nous permet de voir d'une façon assez détaillée comment Muawiyah devient calife et surtout comment Muawiyah fait pour transformer ce califat électif et donc, comme le calife rachidin l'ont montré, donc instable, ont un califat, un état impérial avec une succession dynastique. Dans le deuxième texte, donc le texte de Balami, nous regardons un peu plus en détail comment Muawiyah fait pour fixer la succession qu'il a décidé et assurée par son fils. Et nous voyons également avec Bellamy les réactions et les mesures nécessaires pour Yazid, donc, le fils de Muawiyah, de gouverner effectivement comme successeur de son père. Et nous avons deux
présentateurs. Nous avons M. Brown pour Monsieur? Théophane, qui est effectivement en ligne, et nous avons Madame Serville pour Balami, qui est effectivement en ligne aussi. Et nous avons une question de M. Necker avant de commencer. Oui, je voudrais savoir, Muawiyah, c'est le calife des Omeyyades, il se situe après le califat des Rachidoun ou c'est un calife que c'est situé à la même période? Non, nous sommes un peu plus loin de la chronologie. Muawiyah a fait la transition entre les califes rachidins et les califes omeyyades. Oui, donc D'accord. Merci pour l'information. ayons résolu cette petite interrogation. Je donne la parole à Monsieur Brown pour la première présentation et pour que tout le monde entende dans les bonnes conditions. Je serai reconnaissant à tous les autres, donc tout le monde qui n'est pas Monsieur Brown, de couper leur micro. Monsieur Brown, vous avez la parole. Samuel, coupe ta cam et ton micro. Bonsoir à tous. You understand me? Oui. Vous m'entendez? Yes, I'm here. D'accord, ça va. Oui, on vous entend bien. Et je pense que tout le monde a coupé son micro, donc vous pouvez y aller. D'accord. Après que le calife Othman fut assassiné, le gendre de Mahomet, Ali, sous l'influence de ses proches, décide de se proclamer le nouveau calife. Mais cette nouvelle n'est pas bien vue par l'ensemble de la communauté des élites arabes. Et elle va faire l'objet d'une féroce opposition, notamment avec les proches d'Othman, le clan des Omeyyades, car ces derniers, ils vont revendiquer non seulement que les assassins d'Othman soient punis, mais ils vont aussi questionner la légitimité du nouveau calife. Alors, cet extrait que nous allons étudier est issu du chronique Chronographie, qui est une œuvre qui fut commencée par Georges Sincel. Et après la mort de celui-ci, elle fut continuée par Théophane, le confesseur, qui était un ami de ce dernier. Entre 810 et 815. Alors, Théophane le confesseur, c'était un moine et un chronographe byzantin. Il est né vers 760 à Constantinople. Donc, à travers cet extrait qui nous est donné d'une perspective byzantine, nous allons tenter d'analyser comment Muawiyah, général du clan Omeyyade et gouverneur de la Syrie, depuis le règne du calife Omar, arrive
à s'accaparer le pouvoir sur Ali, le dernier des califes rachidins, pour instaurer sa dynastie afin de répondre à la question de succession présente dans le califat depuis plus d'un demi-siècle. Ainsi, pour répondre à cette problématique, nous verrons d'abord dans une première partie dans quelle mesure Muawiyah réussit-il à prendre le pouvoir sur Ali. Puis, en deuxième, nous parlerons de la coexistence de ce nouveau califat avec l'Empire byzantin. Donc, je vais commencer. Mon grand qui est Ali, un calife mal accepté. Donc je commence. Tout commence avec la mort du calife Othman, qui a été assassiné en 655, comme je l'ai dit. Et nous pouvons le voir aussi dans le texte. Après que celui-ci fut assassiné, Ali va devenir le nouveau calife en 656. Mais cette décision ne va pas plaire à toute la communauté arabe, notamment, comme j'avais dit, elle va pas plaire du tout aux proches d'Othman ainsi que d'autres personnes de l'élite arabe. Et ce sera la première fois qu'un calife devra prendre le pouvoir par la force, parce que avant Ali, les trois autres califes, ils ont été nommés par un système d'élection qui comprend les compagnons proches du prophète. Donc, avec Ali, ça n'a pas été le même cas. Donc, ce qui va se passer maintenant, il y aura les têtes de l'opposition qui vont se former contre Ali, qui sera forcé d'aller les combattre. Et ces guerres, on va appeler ces séquences de guerre la première fitna, ou la grande discorde, qui représente les conflits opposant le camp des Alides
pour rester des tribus qui questionnent justement cette légitimité. On aura cette première-là en 656, et puis on aura aussi une autre, après une deuxième en 680. Donc, il y a deux batailles qui va nous intéresser dans ce conflit. C'est la première, la bataille du chameau, qui oppose Ali à l'ex-femme, en fait, à une femme qui était avec le prophète, Aïcha, et à ses compagnons aussi. Donc cette bataille, Ali va la gagner. Il va la gagner. Et l'autre bataille, c'est la bataille de Siffin, justement, qui oppose Ali au gouverneur de la Syrie, Muawiyah. Et cette bataille-là sera un peu différente parce qu'il n'y aura pas vraiment de bataille. C'est là que je vais commencer à rentrer dans ma deuxième sous-partie. Qui est l'arbitrage, un game changer. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, un game changer, c'est ce qui change, c'est l'élément qui va changer une situation. Et ici, l'élément qui va changer la situation concernant la bataille, c'est que plutôt que de procéder à une bataille, Ali va accepter de se soumettre à un jugement, un arbitrage. Et cette décision va lui causer la perte d'une majorité de son soutien, qui estime que, en tant que calife, il n'a pas à se soumettre à un jugement, et qui aurait préféré qu'il continue à faire la guerre. Comme ça, le choix du nouveau calife aurait été la volonté divine de Allah et non celui des hommes. Donc, comme j'ai dit, suite à cette décision, Ali va perdre la majorité de son soutien, ça veut dire des gens qui le soutenaient, notamment les Arabes élites de Koufa. Et il va aussi perdre le contrôle sur eux. Il y aura même un mouvement qui va se former. Ce mouvement, c'est le mouvement des Kharitites, qui faisait partie des supporters de Ali et qui sont très mécontents qui ont été très mécontents du choix d'Ali de se soumettre à un jugement. Donc ils vont former un mouvement. Et c'est d'ailleurs ce mouvement qui va finir par assassiner Ali. Maintenant que
Ali n'est plus en place. Muawiyah, il n'a plus d'opposition, car le fils d'Ali, Al-Hassan, va renoncer au califat. Et c'est comme ça que Muawiyah il pourra se proclamer calife. Donc là, nous sommes en l'an 661. Donc, Très bien. Je vois. Muawiyah, il est le nouveau calife. Et il va régner pendant 24 ans. Et à la fin de son règne, il va réussir à ce qu'on puisse choisir son fils comme successeur. Et c'est là, et c'est comme ça que va commencer sa dynastie, car il faut préciser que avec les premiers califes, il y a toujours eu ce problème concernant la succession, car Mohamed le prophète, il n'avait pas désigné de successeur ni une procédure quelconque pour pouvoir désigner un successeur. Donc lui, il réussit à faire que l'élite, la plupart des élites, acceptent que son fils soit son successeur. Et depuis là, c'est comme ça que naîtra la dynastie des Omeyyades. Donc, ça c'est pour la première partie. Et concernant ma deuxième partie, je vais vous parler de la cohabitation on appelle ça, la cohabitation du califat omeyyade avec l'Empire byzantin. Donc si on reprend le texte, un instant. Voilà. Si on reprend le texte, il y a une partie qui nous donne bien la nature de la relation qu'entretient les Arabes avec l'Empire byzantin. Et c'est notamment parce que un général arménien de l'Empire byzantin va se révolter contre l'empereur Constante et qui va envoyer un de ses commandants demander de l'aide au califat.
et que l'empereur lui aussi va envoyer quelqu'un pour demander au calife de ne pas assister, de ne pas aider les rebelles. Alors, cette partie, je vais la lire. Attendez. Oui, alors voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'Andreas va demander à Moyas avec ses mots. Que tu nous prêtes assistance contre les rebelles, ça c'est Andreas qui parle. Et cette phrase que Moya va dire, parce que Moya va lui répondre, vous êtes tous les deux mes ennemis, pour montrer que le califat et l'empire byzantin ont toujours été ennemis. D'ailleurs, ils ont mené de nombreuses campagnes militaires l'un contre l'autre. Et ça, c'est même avant le califat, le califat des Omeyyades. Mais bien au début, ça c'est depuis les califes rachidiens, car les Arabes, en même temps que le mouvement islamique grandissait, il y avait aussi cette volonté d'expansion. Et justement, cette volonté a repoussé les Romains hors de l'Asie ou hors de l'Afrique. Et dans le texte, on nous parle de deux batailles, une avant. On nous parle de plusieurs batailles. On nous parle des batailles avant que Muawiyah fut calife, notamment quand il était encore gouverneur de la Syrie. Dans le passage 600, on peut voir dans le passage 640, 647, l'année 648, 649 entre autres. Et même après, excusez-moi. Donc voilà, pour vous dire que ils ne s'entendaient presque jamais, seulement quand il y avait des problèmes internes, ben là ils étaient contraints de faire la paix. Et sinon, la plupart du temps, ils étaient en train de se faire la guerre. Et dans ce conflit, pour la majorité du conflit, c'est les Arabes qui vont l'emporter sur les Romains. Mais il faut noter, il y a une bataille, une victoire des Romains qui a été très important. On le voit vers la fin. On nous parle de la bataille justement dans ce texte-là. Cette bataille a été importante car c'est
cette bataille-là qui va permettre de freiner l'expansion arabe. Et c'est cette bataille qui va permettre la paix, une paix de 30 ans entre les Romains et les Arabes. Donc, ça c'était dans le contexte. Je vois, il y a déjà 33. Ouais. Donc, pour conclure, nous avons vu que Ali il n'a pas été accepté comme calife, et c'est ça qui va causer sa perte, car il n'a pas été le seul calife qui a eu ce problème de légitimité, mais dans les circonstances où il a été proclamé calife, c'est ça qui a posé problème vraiment, car les assassins de Othman se trouvaient dans son armée. Et après qu'il ait accepté l'arbitrage, ben, il a perdu une grande partie de son soutien, qui va même l'éliminer. Et laissant Muawiyah sans opposition pour devenir le nouveau calife. Lorsque Muawiyah devient calife, ben, sa politique envers l'Empire byzantin n'a pas changé. Ça a toujours été la même. Il a toujours mené des guerres contre eux. Voilà, il a toujours mené des guerres contre eux, à part pour la période où il a été forcé de faire la paix avec eux. C'est cette paix qui va durer pendant 30 ans et qui va permettre justement d'avoir un peu de calme dans les deux empires. Donc voilà, c'est tout pour moi. Bon, merci pour cette présentation. Nous n'avons pas de répondant. Nous avons une répondante, mais elle n'est pas là. Donc, je propose peut-être nous commençons la discussion avec un tour de table, une remarque ou une interrogation chacun. L'ordre que vous êtes sur mon écran. Monsieur Necker, est-ce que vous avez une question, une critique, un complément? Ouais, j'en ai une, si vous me permettez. Oui. En fait, tu as bien parlé du texte, selon moi, tu as bien expliqué les principes majeurs.
En tout cas, j'en ai pas trouvé d'autres. Mais tu n'as pas surtout parlé de l'auteur, alors que c'est pas n'importe qui. C'était Théophane, c'est pas n'importe quoi. On l'appelait Théophane le confesseur. C'était la chronographie, c'est son œuvre. Si je me trompe pas aussi, c'était un aristocrate, un moine, également un théologien de l'Empire byzantin, tu vois. Oui. Autrement dit, c'était un riche romain, mais il parle des Arabes. Mais est-ce que son point de vue n'est pas subjectif par rapport à la réalité, tu vois? En quoi il est légitime de parler de ça de façon objective? En lisant le texte, on voit que le texte fait preuve d'une subjectivité assez flagrante parce que on voit que lorsque le Romain gagne une bataille, il est content. Il est content, quoi. Donc, on voit que c'est pour ça qu'on nous dit que on a une perspective byzantine, car je trouve que dans sa rédaction, il n'est pas neutre. Il raconte l'histoire, mais quand il s'agit des Romains, on sent que voilà, il est content quand tu vois les Romains gagnent des batailles contre les Arabes. Ouais, mais du coup, est-ce que, selon toi, est-ce qu'on peut dire que son texte peut être, comment dirait-on ça? Que son texte peut être considéré comme l'une des sources majeures de l'histoire avec un grand H de les guerres arabo-byzantines. Tu vois ce que je veux dire? On peut prendre en compte son texte, mais si on la prend en compte, il faut qu'on garde en tête que on a une histoire d'un point de vue romain et non du point de vue arabe. D'accord, c'est bon pour moi. D'accord. Bon, oui, donc, bon, évidemment, c'est un auteur romain, et donc, il ne faut pas s'étonner que les sympathies dans son histoire, les sympathies dans sa chronique sont avec son empire, qui en plus est étroitement identifié maintenant avec une notion de chrétienté. Donc, il ne faut pas s'attendre à une neutralité scientifique d'un romain et chrétien concernant l'histoire entre les Romains et chrétiens d'une part et les Arabes et musulmans d'autre part. Ceci dit, quand même, je trouve que Théophane est extrêmement bien informé sur les détails de la politique intérieure du califat. C'est pas l'historiographie romaine classique où au-delà du limès il y a des barbares peu différenciés et légendaires. Pour preuve de ce constat, je voudrais prendre le début en fait de notre extrait. Pour Théophane, Mouavia n'apparaît pas comme ça à partir du moment où il devient calife. Théophane a des informations sur un bon bout de la carrière de Mouavia avant de devenir calife. Donc en 636, il est fait commandant par le calife Omar de toute la Syrie. Il est militairement actif, il prend Césarée en 640. Il lance une expédition navale contre Chypre. On a même quelques informations comment se passe une chose. Il lance une expédition contre Arados. Il envoie l'un de ses généraux en Isaurie. Voilà, il prend Rhodes, etc., etc. Nous avons beaucoup de textes qui retracent la carrière de quelqu'un qui, pour l'instant, n'est qu'un gouverneur d'une province, une province importante du califat. Donc cela, je trouve assez remarquable qu'un historien
de l'Empire romain s'intéresse au curriculum vitae d'un calife, qu'il s'intéresse au calife, Muawiyah, opposant direct de l'empereur, ça je veux bien, mais ça me paraît assez significatif de voir que Théophane en sait beaucoup plus de Muawiyah que sur son seul règne. Aussi, bon, pro-romain, ouais, inévitable, mais Muawiyah dans la scène entre les deux ambassadeurs me semble quand même être présenté d'une façon tout à fait sympathique Oui, j'avais et oublié rationnelle. de cette partie-là, parce qu'il est, il est sympathique, bien évidemment, un rebelle. Et si on regarde bien, je pense que c'est pas le seul. Il n'a pas été le seul calife ou le seul commandant qui a été sympathique envers les rebelles. Donc tout ce qui concerne, dès que tu vois qu'il y a une rébellion contre l'Empire byzantin, les Arabes sont, s'ils peuvent, ils vont prêter main forte. Et je pense que Ça pratique à moitié. Comment? Ça pratique à moitié, ça reste la guerre quand même. Hein. Ouais, voilà. Et ce sera pareil pour les Romains vis-à-vis des Arabes. Mais le point ici n'est pas tellement quelle est la politique que Muawiyah adopte envers l'Empire ou envers les rebelles dans l'Empire. Ce que je trouve intéressant, c'est le récit lui-même. Muawiyah est présenté comme quelqu'un de rationnel, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui a une stratégie de long terme. Donc, c'est pas le voisin lambda barbare de l'Empire, mais il est vraiment considéré par Théophane comme un autre empereur, quelqu'un qui a l'air aussi compétent et aussi cultivé, un aussi bonhomme politique que ses empereurs à lui. Donc, c'est pas le sauvage face à l'Empire, mais je trouve ici vraiment un portrait d'empereur. Bon, alors, ça c'était la longue question sur Théophane. Il faut que nous avançons un peu, donc on continue le tour de table. Madame Sergile, qu'est-ce que vous avez éventuellement Oui, monsieur. demandé et à contribuer? Des précisions demandées? Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter, monsieur? Oui, est-ce que vous avez une question? Non, je n'ai pas de question parce que je n'ai pas de... Ok, bon, alors pas de questions. Ce qui nous laisse le dernier participant, et je ne sais pas qui c'est, j'en doute que Ragnar Lothbrok est vraiment dans notre séminaire. Donc, je ne sais pas qui a choisi ce pseudonyme, mais Monsieur Lothbrok, est-ce que vous avez une question? Ah, vraiment non plus. Bon, moi j'ai une question importante qu'il faudrait discuter. Votre première partie sur l'arrivée au pouvoir de Muawiyah était plus une partie sur la perte du pouvoir par Ali qu'une partie et qu'un développement sur comment Muawiyah gagne le pouvoir.
Donc, est-ce que vous pouvez éventuellement reparer cette absence d'information? On a bien compris pourquoi Ali perd le pouvoir, déjà sa succession est contestée, opposition, etc. Bla, bla. Mais cela n'explique pas comment Muawiyah devient un rival sérieux à Ali, et ça n'explique pas non plus pourquoi Muawiyah finalement succède. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu comment le pouvoir est gagné par Muawiyah? D'accord, alors, tout d'abord, Muawiyah ne cherchait pas forcément à devenir calife. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Dans ses débuts, tout ce qu'il voulait, c'est que les assassins étant famille d'Othman, il voulait que les assassins d'Othman soient punis. Et puis, comment dire? Et puis aussi, il ne voulait pas céder son titre de gouverneur de Syrie, car il était très populaire, la population l'aimait et puis son armée aussi l'aimait. Donc il ne voulait pas céder sa place parce que c'est ce qu'Ali lui demandait aussi. Parce qu'Ali était sur le point de... Comment dire ça? Il était sur le point de changer tous les gouverneurs pour placer ses gouverneurs à lui. Voilà, ça, si je peux interrompre une seconde, ça c'est déjà un point très important. Muawiyah a une base régionale où il est bien implanté et où il a le soutien de l'armée et de la population. Il devient gouverneur en Syrie en 636. Donc, ça fait des années, au moment de la succession d'Ali, ça fait des années, des décennies qu'il est là et qu'il a donc bien développé un soutien syrien pour une éventuelle carrière de calife. Ok, donc ça c'est un point. Continuez. Oui. Donc après cela, comme j'ai dit, c'est l'arbitrage qui va changer la donne parce que il devient, comme j'ai dit, il devient calife au détriment d'Ali. Parce que lorsque ils vont, lui et Ali, vont se mettre d'accord pour se soumettre à un jugement, ben déjà lui, il va gagner une partie des supporters d'Ali. Parce que lui, déjà, à la différence de lui et Ali, c'est que son soutien, il avait un soutien assez, comment dire, on va dire, assez stable et bien planté, quoi. Tandis que le soutien d'Ali, ce n'était pas le cas. Oui, mais justement, pourquoi le soutien de Muawiyah est stable? Qu'est-ce qu'il fait avant d'être calife pour construire et maintenir une base locale et apparemment une acceptation aussi un peu plus large dans le reste du califat? Ben, ce qu'il fait et ce qui s'est passé, c'est qu'il était... comment dire ça? Il résidait à Damas. Donc, il résidait en Syrie même. Et c'est pour ça qu'il avait le soutien des Syriens. Et quand il sera calife, c'est là qu'il va, comment dire, c'est là qu'il va emmener sa capitale aussi, parce que la capitale sous les califes rachidins, ça a d'abord été à Médine, après calife, ça a été à Koufa. Mais puis, quand il sera calife, la capitale de l'empire sera à Damas. Donc, je disais, ce qui a permis après l'arbitrage, en fait, c'est que Ali, lui, il perd en notoriété et en soutien, tandis que Muawiyah, lui, il commence à gagner
Oui, mais nous sommes toujours dans le même schéma d'explication, hein. C'est Ali qui perd quelque chose et Muawiyah qui s'engouffre dans le vide que Ali laisse. Mais qu'est-ce que Muawiyah, lui, a activement contribué pour se faire candidat au califat? Comment a-t-il réussi à être vu comme une alternative crédible à Ali? Ben déjà, je crois que c'est son armée qui est l'armée la plus puissante et c'est son armée qui est arrivée à repousser l'armée romaine de la Syrie. Donc on va dire il a des exploits militaires qui jouent en sa faveur. Et Ali, il n'a pas le même CV que Muawiyah. Oui, donc c'est un gouverneur qui est militairement très, très actif. Nous avons les années dans notre texte, 640 Césarée, 647 tentatives contre Chypre, 648 Arados, 649 Lysorie, 652 Rhodes, 653, préparation d'une attaque contre Constantinople, etc. Donc, il assure une occupation permanente pour ses soldats, avec bien sûr aussi du butin. Donc, cela établit son prestige comme commandant et rattache son armée particulièrement à lui, parce que bon, c'est lui qui mène campagne après campagne, le plus souvent avec du succès. Et deuxièmement, c'est lui qui, parmi tous les hommes du califat, est le plus directement confronté à l'Empire romain. Donc, il a l'opposition la plus dangereuse, mais en même temps la plus valorisante. Donc, si peut-être il y a quelqu'un à l'époque déjà qui voit le conflit entre le califat et l'Empire comme un conflit entre l'islam émergent et la chrétienté incarnée à Constantinople, c'est Muawiyah qui est à la pointe de ce combat pour la victoire de l'islam sur la chrétienté. Et donc, cela donne du prestige aussi. Donc, pour moi, pour résumer, Muawiyah est un candidat crédible pour la position du calife parce qu'il possède une base régionale qu'il tient depuis longtemps et il a pu créer des réseaux et comme vous dites, c'est après à Damas où il installe effectivement le siège de son gouvernement. Et deuxièmement, c'est un gouverneur qui est particulièrement active militairement et qui donc assure l'entraînement et le butin, donc l'adhésion de ces soldats. Et troisièmement, la province peut être la plus prestigieuse avec la Syrie parce que c'est là où a lieu le combat entre les armées de l'islam et les armées de la chrétienté. Ok, donc ça c'était ça. Est-ce que quelqu'un d'autre entre-temps a pensé à une autre question? Non. Ok. Nous avons déjà parlé de ça, mais il faut que nous en reparlons. Cette scène à la cour du calife que
Théophane nous décrit. Donc, Saborios s'est révolté, il a envoyé un ambassadeur. L'empereur Constant aussi a envoyé un ambassadeur. Etc. Discussion, blabla, et j'en ai en plus coupé des morceaux. Quel type de Moabia est montré par Théophane dans ce récit? Ben, comment dire quel type de Moabia? C'est-à-dire là, on voit. Comment dire? Que voulez-vous dire lorsque vous dites quel type? Dans quel sens? Est-ce que c'est Moavia le général, Moavia le Syrien d'adoption, Moavia le calife, Moavia, voilà, comment... Je vais dire c'est Moabia le calife parce que c'est justement il vient lui demander pour il y a Servius qui vient lui demander pour qu'il puisse les venir en aide. Et de l'autre côté, il y a Andreas qui lui demande de ne pas venir en aide aux rebelles. Donc on va dire, on voit bien aussi que il intervient après ça, il va aider les rebelles, mais c'est pas lui qui va directement les aider. Il va envoyer un général. Après ça, il va envoyer son fils. Donc c'est plus le commandant qui allait dans les campagnes de guerre comme avant. Non, là maintenant il est calife, donc il va envoyer des gens à la place. Oui, c'est ça. Donc, c'est Muawiyah le calife et en fait, surtout, c'est Muawiyah l'homme d'État. C'était un calife impérial sur le modèle de l'empereur romain. Et en fait, l'ambassadeur de Constantinople lui rappelle quand Andreas dit « Ne te trompe pas, ô émir, peu de choses venant d'un empereur sont plus avantageuses pour toi qu'un grand nombre de choses venant d'un rebelle. Cependant, faites ce que vous voulez. » Donc, ici, Andreas reconnaît implicitement Muawiyah comme l'équivalent de l'empereur à Constantinople. Donc, c'est pas simplement le chef d'un mouvement politico-religieux dynamique. Il n'est plus simplement le général de ses débuts non plus, mais Muawiyah ici est le chef d'un État impérial, peut-être plus effectivement que c'était le cas avec ses prédécesseurs rachidins. Quand il faut envoyer une armée, c'est pas Muawiyah qui va personnellement, il a des généraux pour le faire. Donc, nous avons un peu, en tout cas moi, l'image ici que Muawiyah est au centre d'une institution d'État, au centre des institutions d'un État impérial. Et Et donc, c'est ce statut d'homme d'État, d'empereur des Arabes qui permet à Muawiyah de conclure un accord avec l'Empire romain. Est-ce que là-dessus, vous pourrez dire un peu plus de choses encore? Sur le déroulement ou... Surtout le pourquoi. Pourquoi Muawiyah cherche un traité, à un moment donné au moins, un traité avec l'Empire romain? Pourquoi il va... Je crois que c'est par rapport à la bataille qu'il va perdre. Je crois donc la défaite qui suit, je crois qu'elle lui est coûteuse.
Et pour qu'il puisse demander, comment dire, pour qu'il puisse demander de faire la paix pendant toutes ces années-là, c'est que il devait, je crois qu'il a pris un coup, il devait revenir. Il avait besoin de temps pour se récupérer. Parce que on a vu, ils ont conclu des paix, mais des paix de 2 ans. Comme on le voit plus haut, il a déjà conclu des paix de 2 ans, mais pas aussi longues. Donc je crois que c'est la défaite, quoi. Il a subi une telle défaite que... Bon, la défaite est relativement mineure, hein. C'est une révolte au Liban, c'était ça. Cette année, les Mardaïtes entrèrent dans la chaîne du Liban et se firent maîtres de la région de la Montagne Noire jusqu'à la ville sainte et ils s'emparèrent des sommets du Liban. Beaucoup d'esclaves de captifs et de locaux se réfugièrent chez eux, de sorte qu'en peu de temps, ils atteignirent plusieurs milliers. L'information arrive. Et donc, ils se rendirent compte que l'Empire romain était gardé par Dieu. Il envoya donc les ambassadeurs, etc. Bla. Donc, c'est pas une défaite militaire massive qui finalement conduit à l'ouverture des négociations diplomatiques. Pour moi, c'est comme la scène précédente à la cour de Muawiyah, une illustration de la transformation du califat et du rôle du calife. Le calife n'est plus simplement le leader de l'armée de l'islam à la conquête du monde, pour la diffusion du message de Mohammed à tout le monde. Non, le calife est le chef de l'État califal et donc vu que cet État existe et le leader existe aussi, nous voyons Muawiyah ici en action d'organiser le voisinage, les relations avec les voisins. Nous ne sommes plus dans une utopie du début du califat où les Arabes commencent la conquête et donc l'Oumma universelle, c'est pour demain. Non, l'Oumma universelle avec Muawiyah n'est plus pour demain ni pour l'après-demain, mais pour un avenir peut-être lointain. Ce qui prime, c'est la réelle politique des relations avec l'Empire romain. Bon, nous savons que la paix ne tient pas, mais bon, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ces négociations ont lieu et qu'elles nous montrent Muawiyah agir comme, encore une fois, une version arabe de l'empereur romain. Et je pense que vous n'avez pas besoin d'être d'accord. Non, mais c'est parce que j'avais pas pensé à ça non plus. Bon, et l'année suivante, Maouas, le calife des Sarrasins, mourut le 6 du mois après Misios, première édition. Il avait été un stratégos pendant 20 ans et un émir pendant 24 ans. Son fils Isit prit le pouvoir. Donc voilà, c'est bien pour la transition parce que là, Théophane nous rappelle en fait la transformation, non seulement du califat, mais la transformation de Muawiyah, qui commence comme stratégos, comme général gouverneur, et qui finit comme émir. C'est pas là, mais quelque part, où Théophane utilise même le titre de Basileus pour Muawiyah, donc il est vraiment l'équivalent de l'empereur romain. Et quand il meurt, son fils Isit prit le pouvoir, et ça c'est une histoire pour Balami et pour Madame Sergile. Donc je remercie notre premier présentateur et nous passons à la deuxième présentation.
Oui, je suis là. Je commence. Oui, on vous écoute. Je commence, monsieur? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Bon, bonsoir à tous. Ça. Bonsoir. J'ai entendu, monsieur. Et pour introduire mon sujet, je vais faire de son œuvre. Vous êtes en retard, hein? J'ai dit, je vais répéter. Pour introduire mon sujet, je vais faire une courte présentation de l'auteur, ainsi de son œuvre, etc. Pour commencer, tout d'abord, Abu Ali Mohamed Balami était un historien persane, écrivain et vizir des Samanides. Son œuvre le plus célèbre est Tariq-i-Balami, le texte dont nous allons traiter. Ce texte est un persane traduction et modification de Al-Tabari de l'histoire des prophètes et des rois. Il contient du matériel supplémentaire dont certains ne se trouvent nulle part ailleurs. Balami lui-même déclare à plusieurs reprises dans le livre qu'il a corrigé la version d'Al-Tabari. Contrairement à Al-Tabari, la version de Balami est présentée d'un point de vue persane, principalement khorassanien. Ayant été écrit en 963, le Tariq-i-Balami est le plus ancien ouvrage en prose néo-perse après la préface du Shahnameh Abi Mansuri par Abi Mansur. L'auteur retrace la fin du règne de Muawiyah et le début du règne de son fils Yazid. À travers ce texte, l'auteur montre l'établissement définitif de la dynastie des Omeyyades, réalisée par Muawiyah dans le but de concentrer le désir de Muawiyah de faire son fils Yazid son successeur est apparu en l'encyclique de la nouvelle dynastie des Omeyyades. Dans un contexte politico-religieux plutôt tendu entre la famille où Abu Ali Mohamed tente d'analyser l'ambition d'un homme politique et d'un père afin de garantir le trône au clan des Omeyyades, et cela malgré les multiples enjeux et oppositions de la part des adversaires. Il convient alors d'argumenter sur les différents enjeux qui menacent la nouvelle dynastie des Omeyyades. Afin d'apporter un élément de réponse à cette question, nous allons réfléchir sur les termes suivants. Une succession sous condition, puis contrainte politique. Dans le petit a du grand 1, nous allons voir la prévoyance d'un homme politique face à un héritier immature. La prévoyance d'un homme politique face à un héritier immature. Puis le petit b, le serment, un pouvoir important. Puis nous allons voir notre grand 2. Le petit a, ce sera les conseils de Muawiyah face aux adversaires. Et enfin, inquiétude de Yazid à l'égard de ses ennemis. Et Muawiyah est le premier califat des Omeyyades ayant eu l'idée de faire de l'empire musulman une succession héréditaire. On trouve cette affirmation dans le texte, la première ligne, qui nous dit ceci. C'est en l'an 50 de l'Hégire que Muawiyah conçut pour la première fois l'idée de faire reconnaître Yazid pour son successeur. Il écrivit alors une lettre à Ziyad
gouverneur des provinces orientales basé à Basro, et lui demanda son avis. Or, Yazid était un homme qui n'était occupé qu'à chasser et entièrement plongé dans les plaisirs. Dans la première ligne, on remarque que la succession de Yazid va être mise en exécution avec l'accord du gouverneur de l'Orient. C'est une opinion qui n'est pas anodine, car nous savons que Mouaviya lui-même, il a été gouverneur de la Syrie durant le règne d'Ali, qui était très important dans leur province, et une proximité avec l'armée qui n'est pas sans conséquence. On se demandait son avis à propos de la succession de son fils Yazid, est une preuve de la prudence, est une preuve de prudence de la part de Mouaviya. Certes, c'est vrai que Mouaviya a établi une dynastie. Il a construit cette dynastie dans le but de centraliser le pouvoir sur la personne du calife, c'est-à-dire sur lui-même. Ça lui donne un certain prestige, mais toutefois, le désir d'avoir son fils sur le trône après lui n'est pas une mince affaire. Surtout, nous savons que la famille sainte, c'est-à-dire la famille du prophète Mohammed, ainsi que la famille légitime, ils se sentent légitimes face à ce pouvoir, contrairement à Mouaviya et son fils. De ce fait, la manière d'agir du califat, c'est-à-dire de Mouaviya, est dans son propre intérêt et aussi dans l'intérêt de son fils. Et nous allons trouver encore cette affirmation par un silence de Mouaviya durant la réponse de Ziyad lorsqu'il lui avait adressé cette lettre. Dans le texte, qui dit Ziyad répondit à Mouaviya, Yazid est parfaitement apte à mon plus âgé et plus sérieux. Mouaviya reconnaît ta vie. Cet homme comprend bien les enjeux et les risques qui sont attachés au pouvoir. Il ne veut pas tourner le dos à son gouverneur au risque que son fils perde en fait la légitimité de ce dernier. Parce que lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été gouverneur. Et il sait quels sont les enjeux qu'il risque. Surtout que la famille sainte désire avoir cette place et ils sont plus légitimes que son fils. Donc, nous allons pouvoir important. Comme tous les califes avant Mouaviya, celui-ci et son gouverneur savent très bien que le serment de la population et des hommes influents, tels que les gouverneurs, les vizirs, sans oublier les personnes religieuses, sont très importants
pour faciliter la légitimité ou pour donner l'accès au pouvoir, ou donner l'accès aux innocents qui sont des acteurs très importants dans cette comment dire ça, qui sont très importants en ce qui concerne le serment de fidélité, car ce serment de fidélité est un acte de paix entre le calife qui est en place et avant sa mort, en fait, de recueillir ou bien de faire prêter le serment à la Mecque, Médine, Irak, l'Orient, l'Occident, etc. Nous avons trouvé ça aussi dans le texte. Il nous dit c'est la mort des Ziyad. Moua ordonna de prêter le serment de fidélité à Ziyad. Il envoya ensuite dans tous les délégués chargés de faire prêter le serment de fidélité à Yazid par tous les habitants. Puis, il dit à Ubad Alaim Ziyad, gouverneur à Basra, fils de Ziyad, dut faire de même à Koufa, dans l'Irak, à Bassora et dans tout le Khorasan. Dans tout l'empire musulman, de l'Orient à l'Occident, Yazid fut reconnu comme successeur de prêter le serment, à savoir les 3 petits-fils du prophète et un homme religieux qui leur est très proche. Donc, on remarque bien que en Syrie, la soumission volontaire auprès du nouveau califat, en fait, la soumission s'est faite de manière volontaire en ce qui concerne la Syrie. Cela s'explique non seulement par la présence de Muawiyah en tant que califat, parce que celui-ci s'était installé à Damas, et cette ville qui était devenue la capitale de son empire. Puis ça peut s'expliquer aussi par l'absence de la présence de ces 4 hommes qui n'est pas dans cette ville, c'est-à-dire à Damas. Quand je parle des 4 hommes, je parle des 3 petits-fils du prophète, ainsi que comment il s'appelle encore? Ainsi que l'autre, j'ai oublié son nom. Donc, tout cela peut expliquer la soumission volontaire qu'on voit qui s'installe, la soumission volontaire au nouveau califat en Syrie, donc dans la ville de Damas. Donc, nous allons passer à notre grand 2, qui est contraintes politiques et religieuses, les conseils de Muawiyah face aux adversaires. Nous allons commencer par la phrase suivante. Sache, ô mon fils, que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour te préparer à l'Empire. Une phrase qui montre une certaine satisfaction de la part de Muawiyah, car celui-ci pense avoir atteindre son objectif, celui de parvenir son fils jusqu'au trône. Mais on peut se poser la question,
est-ce qu'on peut dire, on peut même penser, supposer, est-ce vraiment une satisfaction de la part de Muawiyah? Est-ce que cette satisfaction, elle est réelle, puisqu'on sait très bien que Yazid est un homme qui aime le plaisir, c'est un homme qui aime la chasse. On peut se poser la question, est-ce vraiment, Yazid est vraiment préparé à prendre la place de son père? Est-ce qu'il est vraiment préparé à affronter ses adversaires, ces hommes qui n'ont pas peur de la mort, ces hommes qui se croient légitimes, ces hommes qui appartiennent à la famille sainte? On peut se poser la question, est-ce vraiment prudent de la part de Muawiyah de laisser le trône à son fils? Or, lui-même, il sait que il a pris le trône de manière, il a dépossédé la famille d'Ali de ce qui leur est dû. Donc, on peut se poser la question. Toutefois, Muawiyah étant un homme d'expérience et de prudence, voudrait encore instruire son fils sur la manière dont il doit se comporter à ses 4 adversaires. Et parmi ces adversaires, chacun d'eux, il a une vision, il a une manière, il indique à son fils la manière dont il doit les traiter. Pour le premier, il dit ceci. Et il dit, quant à oh, désolé si j'arrive pas à prononcer très bien le nom, monsieur. Quant à Ad-Er-Ramon, fils d'Abibak, c'est un homme qui aime les plaisirs. Donne-lui tout ce qu'il désire afin que sa vie soit absorbée par les jouissances. Donc, pour lui, le premier adversaire de Yazid doit être proche de lui. Et celui-ci, Yazid doit le traiter, doit lui donner les jouissances que son cœur désire, c'est-à-dire, on peut supposer que ces jouissances, c'est le vin, les femmes, c'est-à-dire l'alcool, la fête, c'est-à-dire que le fils de Muawiyah, non d'Abubak, doit être livré à la débauche. Puis pour le second, pour Muawiyah, cet homme, c'est un homme très consacré, très religieux. Donc, il n'a pas la tête au conflit politique. Pour lui, cet homme représente peu de risques, peu de menaces pour le trône de Yazid. Alors que le troisième homme, c'est Abdallah, fils Zibaï. Il dit de cet homme, il est le plus dangereux de tous. Cherche de toute manière à obtenir qu'il te prête le serment de fidélité. Encore une autre vision. Pour lui, Abdallah, fils Zubaï, est l'adversaire le plus menaçant. Donc, il faut que son fils cherche à tout prix à avoir son accord, le serment de fidélité de cet homme afin de le maîtriser. Enfin, il dit pour le quatrième homme il va avoir un traitement différent. Le sort qu'il doit subir doit être différent si celui-ci accepte de prêter le serment de fidélité à Yazid. Voilà ce qu'il dit de Hussein. Il dit, quant à Hussein, fils d'Ali, invite-le à te connaître. S'il refuse, tiens-toi sur tes gardes. Mais s'il consent, accorde-lui tout ce qu'il te demandera et traite-le avec bonté. Car nous avons dépossédé sa famille par la violence. Donc, il ressent, on pourrait dire que
et Moavia ressent de la culpabilité ou il prend conscience du mal qu'il avait fait à Ali. Toutefois, ça ne change pas le fait, le fait qu'il s'accroche, qu'il veut que son fils s'accroche à ce trône, à ce pouvoir, malgré cela ne lui appartient pas, malgré qu'il sait qu'il a dépossédé Ali de son trône. Donc, pour terminer, il a une pensée, il prend le soin de parler des habitants. Pour lui, il faut faire preuve de bonté et de bienveillance envers la population de la Mecque et de Médine, parce qu'ils ont usé de la bonté envers lui durant son règne. Donc, nous constatons qu'à travers ces conseils, c'est aussi un moment pour le califat Mouavia de se livrer à son fils. C'est un moment de partage, c'est un moment pour lui de transmettre à son fils certaines valeurs, mœurs qu'il trouve nécessaires, même si les actions qu'il a faites dans le passé ne sont pas, ne sont pas cohérentes face à ce qu'il dit. Donc, nous allons voir ce qui va nous donner lieu à notre grand 2. Et petit b, cette fois-ci, nous avons face à la réalité, face à sa réalité, puisque celui-ci est tout seul, n'est plus sur le trône, il est mort, donc c'est à lui de prendre ses propres décisions, de faire ses propres choix. Nous allons Excusez-moi, Madame Sœur Gilles, on vous entend plus vraiment. Il y a beaucoup de coupures, en tout cas chez moi. Est-ce que vous pourrez prendre votre deuxième partie, je ne sais plus ce que c'est la deuxième partie, ou B, en tout cas. Est-ce que vous pouvez revenir une minute ou deux en arrière, s'il vous plaît? et vous parlez des les conseils de Moavia face aux adversaires. Le petit, bien sûr, le petit A, c'est celui-là. Non, là, les conseils concernant les adversaires, j'ai tout bien entendu. Non, c'est la suite où ça a commencé à couper. Donc, pardon, donc pour vous, c'est votre B, apparemment. C'est je le prends. Vous m'entendez, monsieur? Oui, pas idéalement, mais oui, je vous entends et j'espère que c'est le cas aussi des autres collègues. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'entends hyper mal. Oui, d'accord, c'est pas bien, je suis d'accord, Oui, mais c'est sûr. on l'entend quand même. Bon, Oui, on entend, bien sûr. finissons avec la chose avant que l'Internet nous lâche. Excusez-moi pour cette interruption. Si vous entendez mal, je suis je
inquiété de après devient en ce qui concerne son après la mort de son père, le texte, on va citer le texte qui nous dit que Yazid, inquiet au sujet des 4 personnes qui avaient refusé le serment, à savoir Hussein, fils d'Ali, fils du Abibak et fils du Mar, qui tous vivaient à Médine, écrivit à Walid, fils d'Uba, une lettre particulière dans laquelle il lui donna l'ordre formel de forcer ces 4 hommes à prêter le serment. Nous pouvons constater à travers le contenu de cette lettre que Yazid, le nouveau califat, n'a pas agi comme l'avait conseillé son père Muawiyah. Puisque celui-ci, si nous prenons l'exemple de Hussein, Muawiyah lui avait conseillé, en ce qui concerne Hussein, le fils d'Ali, il l'avait conseillé d'avoir un dialogue avec lui. Parce qu'il avait dit, invite-le à te connaître. S'il consent, use envers lui de la bonté. Mais s'il ne consent pas à prêter serment, reste sur tes gardes. Reste sur tes gardes. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le cas. Ali agit contrairement à ce que lui avait conseillé son père Muawiyah. Puisqu'on sent bien la pression qui dégage dans la formulation de cette lettre, la peur d'être envahi par ses adversaires devient plus fort que les consignes qui lui avaient été données par son père. Et pour plaire à leur nouveau souverain, des serviteurs tels que Marwan sont prêts à utiliser la violence, même si ces derniers sont les petits-fils, à utiliser la violence sur les adversaires de Yazid, même si ces derniers sont les petits-fils du prophète. On retrouve ça également dans le texte. Et c'est dit, et Marwan, fils d'Al-Hakam, consulté par Walid, relativement à l'exécution de cet ordre, lui conseilla de les faire appeler immédiatement et de les sommer de prêter le serment, de n'admettre aucune excuse ou retard et de les tuer sur le champ s'ils refusaient d'obéir. Walid s'écria, Dieu, comment peux-tu me conseiller de tuer le petit-fils du prophète, le fils d'Abibak, le fils d'Umar et le fils d'Jubaï? Puis il envoya chercher Hussein. C'est toujours dans l'idée d'obtenir la légitimité de la famille sainte, ainsi que d'être reconnu par cette famille en tant que prince de la communauté musulmane. Car cette famille
refuse catégoriquement de reconnaître le nouveau califat en place en tant que prince de la communauté musulmane, car ils se sentent plus légitimes que ces personnes, ce califat en place. Toutefois, on peut voir que le facteur le plus pesant dans cette affaire n'est pas l'opposition des 4 hommes, mais bien le manque d'expérience de Yazid. Cela crée une frustration en lui et une crainte qui va avoir des conséquences dans la suite du temps, puisque celui-ci sera mort en 683 durant la bataille entre Hussein et les troupes des Omeyyades. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que durant tout le texte, l'auteur ne cesse de montrer l'importance du serment de fidélité qui doit donner la légitimité au califat, ainsi que la fragilité de cette dynastie face à un héritier ayant peu d'expérience. Toutefois, on aperçoit que certains comme Muawiyah, avec plus d'expérience, s'en sortent mieux, même si le serment de fidélité n'est pas validé auprès de tous les opposants, et qu'importe que ces derniers soient membres de la famille sainte. Alors que d'autres tels que Yazid, par leur manque d'expérience, sont pris au piège de l'intimidation par l'aspect ou la pression de leurs adversaires. Merci, monsieur. J'ai terminé. Bon, merci pour cette présentation complète, abordant beaucoup, voire peut-être tous les sujets que nous pouvons élaborer à partir de ce texte de Ballamy. Avant que moi je pose des questions, je ne sais pas encore ce que je vais poser comme question. Peut-être les autres participants voudraient faire des remarques. Procédons encore une fois en ordre. Monsieur Necker, quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire. Exposé. D'accord. Monsieur Brown, vous avez eu l'autre texte, vous connaissez bien Muawiyah, quelque chose à rajouter, quelque chose à critiquer, quelque chose à interroger? Non, non plus. Non, c'était correct pour moi. Oui, mais bon, le fait que c'était correct, ça n'empêche pas de poursuivre la discussion sur un point ou deux. Et cela nous laisse le mystérieux Ragnar Lothbrok. Je crois qu'il a crash comme ce qui s'est passé avec Madame Mathilde Dong hier. Ah d'accord, donc il n'est pas vraiment là. Bon, alors, oui, bon, donc personne ne voulait poser une question, donc c'est à moi de poser des questions. Ballamy présente son histoire de la succession de Muawiyah et des oppositions à la succession de Muawiyah par son fils Yazid en termes, disons, très, très personnels. Il raconte l'histoire où Muawiyah met en garde son fils
concernant les problèmes potentiels et où il lui dit explicitement, voilà, j'ai tout fait pour préparer la chose, mais 4 hommes seulement ont refusé de prêter le serment et voici quelle doit être la conduite à leur égard. Donc il y a Abderrahman, il y a Abdallah le fils d'Umar, il y a Abdallah ibn Zubayr et il y a Hussein, bien sûr, Ibn Ali. Est-ce que c'est vraiment une histoire d'individu qui pose problème pour la succession ou est-ce que Balami nous dit en réalité quelque chose de plus systémique? Est-ce que les 4 hommes qui refusent de prêter serment dans le récit de Balami, est-ce que ces 4 hommes représentent des groupes d'opposition à la succession dynastique chez les Omeyyades, des groupes plus larges que vous pourriez identifier et peut-être décrire pour nous? Autrement dit, est-ce qu'il y a 4 hommes qui s'opposent à Yazid ou est-ce qu'il y a des groupes d'entrée qui s'opposent à la succession de Yazid? Et s'il y a des groupes, quels sont ces groupes? Il n'y a pas que... Non, il n'y a pas que les 4 hommes. Je pense qu'il y a, en fait, c'est pas que je pense seulement, il n'y a pas que ces 4 hommes qui s'opposent à la succession de Yazid, parce que derrière ces hommes, il y a Hussein a été appelé et 12 ans qui sont pour le descendant ou de la génération d'Ali. En fait, c'est ce que je veux dire. D'accord. J'ai pas tout entendu parce qu'il y avait quelques coupures, mais donc je résume l'essentiel. Les Omeyyades sont vraiment devenus des Syriens. Donc, l'un des groupes d'opposition à laquelle ils doivent faire potentiellement face, c'est l'origine du califat. Donc, les Arabes des tribus de l'ouest de la péninsule. Donc, des groupes pour lesquels la Mecque et Médine sont toujours au centre de leur monde et pour qui des califes syriens à Damas sont potentiellement un problème parce que voilà, c'est une dynastie qui est coupée des racines de l'État, du mouvement de la religion. Deuxièmement, voilà, comme mentionné, il y a la famille sainte. Il y a toujours la contestation que le problème avec les califes rachidins, déjà, c'était qu'ils n'étaient pas de la famille du prophète, sauf pour le dernier, Ali et son alliance, et que donc, pour avoir un système qui fonctionne, il faut avoir un calife qui a le meilleur accès possible à la volonté divine, et ça peut seulement être un descendant du prophète qui ainsi a transmis par héritage cet accès à Dieu et qui donc peut bien gouverner le califat.
Et troisièmement, bon, je me demande qu'est-ce que Abderrahman représente comme groupe. Balami nous dit Abderrahman, fils d'Abou Bakr, c'est un homme qui aime les plaisirs, donne-lui tout ce qu'il désire afin que sa vie soit absorbée par les jouissances. Bon, qu'est-ce que nous faisons de cela? Bon, soit nous interrogeons sur la personne de Abderrahman. Voilà, est-ce que c'est un gros feignant qui cherche le plaisir, ou est-ce que peut-être il représente ici dans le récit un groupe? Et si c'est le cas, je dirais que l'un des groupes d'entrée que Yazid doit concilier pour pouvoir succéder avec succès, c'est ceux qui ont économiquement et socialement bénéficié de l'empire califal qui s'est construit. La construction de l'Empire a transformé la société. Il y a quelques-uns qui sont enrichis énormément, qui ont adopté un style de vie inspiré par l'environnement, inspiré par l'Empire sassanide. Les stakeholders de la nouvelle société califale, et je pense Abderrahman représente ça. Donc, il faut se concilier ceux qui ont profité de l'établissement de l'Empire pour passer l'idée que c'est les Omeyyades, Muawiyah, Arazid, qui peuvent garantir la jouissance des bénéfices de l'Empire. Donc, voilà. Les oppositions potentielles auxquelles Yazid doit faire face sont multiples. Selon la Syrie est vraiment garantie. Les autres provinces doivent être gagnées. Les différents groupes politiques, les Arabes de la péninsule contre les Arabes de la Syrie, les différents groupes politiques, ethnico-politiques doivent être gagnés à la cause des Omeyyades. La famille sainte doit être conciliée et l'idée que ça doit absolument être un membre de la famille sainte doit être éradiquée. Il faut en plus assurer que ceux qui ont vu les avantages de l'Empire continuent à voir les avantages de l'Empire avec les Omeyyades. Bon, j'étais très bavard. Est-ce qu'on passe à une autre question? D'accord, donc bon, une dernière question. Vous avez dit que Yazid ne suit pas les recommandations de son père quand il traite avec les opposants. Pourquoi pensez-vous Yazid adopte-t-il une politique finalement un peu différente de la stratégie préconisée par son père? Oh, oh, mon Dieu, c'est ça. Vous avez compris la question? Pourquoi Yazid ne suit pas entièrement les recommandations faites par son père?
Bon, dommage, j'ai l'impression que les problèmes techniques ont eu raison de la participation de notre présentatrice. Donc, je réponds à ma propre question. Yazid devient son propre calife parce que finalement, c'est seulement au moment où la succession se fait vraiment qu'il devient possible d'évaluer les différents niveaux d'opposition. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'une politique théorique et générale pour imposer les Omeyyades. C'est à Yazid de voir comment concrètement il peut concilier les oppositions et il doit éliminer l'opposition. Madame Sergi est de retour et peut-être qu'elle m'entend. Donc, c'est l'occasion, j'ai répondu entre-temps à ma propre question, c'est l'occasion de vous remercier encore une fois et je remercie aussi M. Brown pour la première présentation. Cela conclut nos discussions et nos réflexions sur les Omeyyades et nous revoyons une dernière fois la semaine prochaine sur les Abbassides. Donc, d'ici là, bonne soirée, merci pour votre participation et à bientôt. Au revoir.